Alors, l'expérience de terrain que je vais relater pour illustrer cette réalité des familles, vous allez voir, ça va avoir de la résonance avec ce qui vient d'être partagé par vous. C'est l'histoire de Ryan, que j'avais dans ma classe de CE1. Donc Ryan était un élève qui m'a marqué parce que c'est l'un des rares élèves qui avait de la violence envers lui-même dans ceux que j'avais. C'est-à-dire que la majorité des élèves qui avaient de la violence en eux la tournaient vers les autres. Et Ryan est ce premier élève en fait, où j'ai été démunie face à cette violence qu'il s'infligeait à lui-même. Par exemple, dès qu'il était, on sentait qu'il avait une émotion qu'il n'arrivait pas à gérer, il se tapait la tête contre le mur de la classe. Voilà. Donc c'était quelque chose qui m'avait beaucoup déroutée. Et donc c'était un enfant où j'avais la sensation d'avoir une relation avec la famille assez régulière, justement pour essayer de l'apaiser sur cette violence qu'il avait en lui. Et puis à un moment donné, je le trouve très fatigué. C'est pas forcément quelque chose dont j'avais l'habitude avec lui. Il s'endort carrément en classe, sur le bureau. Ça reste des enfants qui sont jeunes, hein, CE1, ils sont 7 ans. Mais ça dure comme ça 2 jours, 3 jours. Et donc à la fin de la semaine, je demande à la maman que je voyais régulièrement si elle veut bien franchir le portail et qu'on se mette voilà, sur le côté du portail pour échanger. Et donc je lui dis bah, Ryan, il est très fatigué en ce moment. Il s'endort sur la table, est-ce que voilà, il y a quelque chose de particulier? Et la maman me dit, ah bah, m'en parlez pas, je m'en sors pas, je sais plus quoi faire. Il fait des cauchemars toutes les nuits. Et en ce moment, toutes les nuits, il me réveille plusieurs fois par nuit, c'est très très compliqué. Et donc je me tourne vers Ryan, je me mets à sa hauteur, et donc assez naïvement, je lui dis, Ryan, tu veux nous dire un petit peu pourquoi, c'est quoi tes cauchemars, pourquoi tu fais des cauchemars? Il me dit, ah mais je fais pas de cauchemars, maîtresse. En fait, c'est parce que il n'y a que quand j'appelle maman la nuit qu'elle me fait un bisou. Ok. Donc là, j'ai un temps d'arrêt sur ma pratique, sur la façon dont je travaille, et en fait, je conscientise qu'il y a un monde extérieur à l'école qui entoure l'enfant. Et que c'est beaucoup plus large que ce que j'imaginais. Moi, je voyais cet enfant, finalement, en tant uniquement qu'élève. Et donc, je percevais peut-être que mon cours n'était pas assez intéressant, ou alors qu'il avait une fatigue partagère, etc. Je n'avais pas du tout conscience de ça. Donc, pour qu'il arrive à verbaliser ça, et encore une fois, je n'étais pas dans ce travail forcément, enfin, j'essayais de rester en tout cas à ma position d'enseignante, mais je me suis rendu compte en fait que les élèves, les enfants, les familles étaient aux prises avec des influences multifactorielles qui venaient en fait interférer avec beaucoup de moments de leur vie. Alors que dit la théorie là-dessus, une fois que je me suis remise de ce temps d'arrêt? Alors je vais présenter rapidement enfin, le premier rapport de l'AE que je pense certains d'entre vous connaissent. Il a été assez médiatisé, tant mieux, parce qu'il est toujours d'actualité, donc mai 2015. Ce rapport il visait à analyser l'impact de la grande pauvreté sur la réussite scolaire et propose des solutions pour garantir l'égalité des chances à tous les élèves, indépendamment de leur origine sociale. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous encourage vraiment à le parcourir, parce qu'il y a un ensemble vraiment de pistes, en fait, de propositions qui sont intéressantes et toujours d'actualité aujourd'hui. Mais il y a un autre rapport qui est, je pense, moins connu, c'est le rapport qui est le fruit d'un travail participatif international, donc qui a été fait entre 2016 et 2019, fait par l'Université d'Oxford et l'association ATD Quart Monde, et en fait qui a associé donc, pendant 4 ans des personnes en situation de pauvreté, parce que c'est vraiment, on va dire, la démarche phare d'ATD Quart Monde, de donner la parole à ceux qui vivent l'expérience de la pauvreté, avec des universitaires et des professionnels. Et j'ai trouvé en fait qu'ils apportaient une notion, une vision plus nuancée et plus complexe de la pauvreté, parce que dans ce rapport, en fait, on a bien sûr ce qu'on appelle les contraintes économiques. Encore une fois, je parle pour moi, mon présupposé de la pauvreté, c'est tout de suite une contrainte économique. C'est, quand j'étais dans les écoles, un enfant qui n'a pas assez à manger, à qui je peux proposer un petit déjeuner, par exemple, le matin, ou des enfants qui, en fait, n'ont pas de quoi s'habiller. Et donc, on avait créé une sorte de dressing solidaire où on mettait à disposition des vêtements. Voilà, c'était ça, l'image pour moi de la pauvreté. Mais en fait, ça dépasse ces dimensions économiques. Il y a également des dimensions relationnelles et existentielles souvent ignorées de cette pauvreté. Donc dans ce rapport, et c'est là-dessus que je veux focaliser, on va dire, cet apport théorique pour ce chapitre,
ce collectif en fait a théorisé 9 dimensions de la pauvreté, donc inscrivant la pauvreté dans ce qu'ils appellent une approche systémique. Donc c'est vraiment l'apport de ce travail, et pour moi c'est un outil d'analyse pour les professionnels, parce qu'on va prendre le temps de l'expliquer. Je ne suis pas sûre que ce soit extrêmement visible, voire pas du tout lisible, j'imagine, au fond. Donc je vais le décrire. C'est une façon d'analyser les actions des différentes institutions, voire des différents professionnels au sein d'une même institution. C'est-à-dire, en fait, c'est une grille de lecture que vous pouvez utiliser. Donc, il y a 9 dimensions identifiées de la pauvreté dans ce schéma. Le premier, ce sont les dimensions qui sont en vert. Dans le cercle, ce sont les privations familières. Manque de travail décent, revenus insuffisants et précaires, privation matérielle et sociale. Je me permets de préciser, je suppose que ça pourra être diffusé, mais bien sûr, mon PowerPoint sera à votre disposition. Enfin, il n'y a aucun problème sur la diffusion de ce support. En bleu, sur le schéma, vous avez ce qu'ils appellent les dimensions relationnelles, de la maltraitance sociale, de la maltraitance institutionnelle et des contributions qui ne sont pas reconnues. Et ensuite, vous avez donc au centre en fait, de ce cercle, en rouge, ce qu'ils appellent au cœur de l'expérience vécue, la fameuse dépossession du pouvoir d'agir, dont j'ai parlé juste avant, la souffrance dans le corps, l'esprit et le cœur, et ensuite le combat et la résistance. Vous pouvez remarquer que l'ensemble de ces dimensions sont interconnectées, représentées par la double flèche. Donc toutes les dimensions en fait sont liées les unes aux autres, et toutes ces dimensions sont influencées par 5 facteurs contextuels que vous voyez en extérieur, qui sont ces flèches en fait, qui intègrent ce système, qui sont le temps et la durée, le lieu, l'identité, l'environnement et les croyances culturelles. Je vous en parlerai tout à l'heure, mais vous avez une description très précise pour ceux que ça intéresse. Dans l'ouvrage « Apprendre des scolarités abîmées » d'A.T.D. Carmande, je l'ai apporté, si certains ou certaines veulent feuilleter, il est à votre disposition. Comment on peut utiliser ce schéma? En fait, on va pouvoir se poser la question, quel est le sens de notre action? Qu'est-ce que j'apporte moi? Qu'est-ce que je compte faire? Est-ce que j'agis sur l'une ou l'autre des dimensions de la pauvreté au sein de mon institution, dans ma mission? Est-ce que l'équipe avec laquelle je travaille sur un accompagnement à la parentalité agit sur les mêmes dimensions que moi ou agit sur des dimensions autres? Quand une institution agit sur une dimension, vu qu'elles sont interdépendantes les unes des autres, elle contribue à lutter contre les autres dimensions. Mais ce n'est pas l'action principale. Et donc, on peut, parce que vous allez voir, le dernier chapitre est sur la collaboration interprofessionnelle et ce que j'appelle la mutualisation collaborative, et c'est aussi ce que vous avez présenté dans les différentes prises de parole que vous avez eues. C'est le fait de travailler à plusieurs, le fait d'être plusieurs engagés dans un accompagnement. Eh bien, à travers cette grille d'analyse, on peut essayer de voir comment les actions de chacun agissent justement sur cette question de la pauvreté. Maintenant, vous nous faisiez part d'une situation avec un enfant qui était finalement le seul détenteur de la compréhension de la langue par rapport à ses parents qui ne parlaient pas la langue, et cette difficulté de créer une relation quand on a l'impossibilité de communiquer. Et vous avez terminé votre témoignage en disant « ce n'est pas un cas isolé, on a beaucoup de situations comme ça ». Eh bien, je vais vous proposer justement un cas qui est le témoignage d'une membre d'une association spécialisée dans l'accompagnement des personnes victimes de traite d'êtres humains. Et donc, je vous laisse prendre connaissance de ce témoignage. Pour moi, ce témoignage illustre la différence entre compétences et technique. L'accompagnement à la parentalité ne peut pas être un protocole applicable. C'est une compétence, donc une compétence, c'est ce qu'on appelle un savoir-agir en situation complexe, parce que chaque situation d'accompagnement à la parentalité est unique. Cette situation, c'est une situation parmi tellement d'autres qui sont tellement compliquées, tellement j'utilise le terme imbriqué, c'est-à-dire au croisement de tellement de choses qu'on ne peut pas imaginer proposer un protocole d'accompagnement à la parentalité.
Et c'est ce qui fait en fait la difficulté. Et je pense, quand eh bien, vous avez pris la parole en disant que ce qui était super sur cette journée, c'est que ça venait des acteurs. Ce sont les acteurs qui ont demandé une journée pour se rencontrer, pour prendre le temps de discuter, tout simplement parce que c'est une situation qui pose problème, parce qu'il n'y a pas de protocole. Il n'y a pas une technique précise pour nous permettre d'accompagner ces parents. Parce que chacun et chacune, vous êtes au contact d'histoires, de situations tellement différentes, variées, compliquées, qu'aucun protocole ne peut fonctionner dans toutes ces situations. C'est pourquoi on est dans cette idée de compétence. On va avoir des situations extrêmes, difficiles, violentes. Et face à ça, on va essayer, non pas d'appliquer un protocole, mais de s'inscrire dans une logique, de s'inscrire dans une démarche qui va respecter un certain cadre, une certaine éthique, dans laquelle on va pouvoir se positionner justement pour essayer de voir comment on peut réagir face à ces différentes situations. Alors voilà ce que je propose pour, amener une traduction de la théorie que je viens de présenter en pratique. La première chose, c'est de conscientiser le fait que la parentalité se découvre à l'arrivée du premier enfant, bien sûr. Mais c'est important. C'est important de comprendre qu'en fonction de la façon dont ce premier enfant arrive auprès des parents, l'histoire peut déjà être complètement différente. On revient sur le schéma que je vous ai présenté, le lieu, c'est arrivé dans quel lieu, c'est arrivé quand, c'est arrivé sur quelle temporalité. Quand on parle de cette jeune femme nigériane, l'arrivée de son enfant, il est quand? Il est au moment de l'accouchement ou il est au moment où il récupère cet enfant pour en avoir la garde exclusive, si on peut parler de cette façon, de cette histoire. Donc, conscientiser que le moment de la parentalité est un moment qui est important. Comprendre également qu'il y a des enjeux autour de la parentalité, c'est-à-dire qu'il y a déjà, on en a déjà parlé, un écart entre notre vision de la parentalité et la vision de la parentalité de la personne que l'on accompagne. Et c'est là où c'était peut-être votre remarque sur les enseignants et est-ce qu'on peut créer du commun quand on voit le profil des enseignants actuels qui est tellement éloigné du profil des personnes scolarisées dans les établissements en politique de la ville. Mais il y a aussi énormément d'assujettissement. Quand on parle, donc quand j'ai fait les entretiens avec les travailleurs sociaux qui accompagnaient donc plus spécifiquement sur les réseaux de prostitution et sur la traite des êtres humains, en fait, ils expliquaient qu'ils avaient été confrontés à des situations d'emprise qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'imaginaient pas, comme des emprises, par exemple. Alors, je ne suis pas forcément à l'aise avec les termes, donc je ne serai peut-être pas juste, mais où ils expliquaient que c'était des emprises spirituelles. Il y avait des emprises spirituelles, il y avait des emprises familiales, il y avait un nombre d'emprises importantes qui étaient autant de barrières à la possibilité de sortir de ces réseaux, dans le cas en tout cas de la traite des êtres humains. On peut prendre la posture, donc toute cette idée, comprendre les enjeux, comprendre que les visions de la parentalité sont extrêmement différentes. Je crois que c'est vous qui l'expliquez en disant mais finalement il peut y avoir des conflits parce qu'on n'a pas la même vision de la parentalité. Et donc voilà, comprendre ces visions différentes, l'implication politique aussi que certains parents peuvent prendre. J'apprécie particulièrement la posture de l'accompagnant, donc c'est une autrice, Maëla Paul, une chercheuse en sciences de l'éducation, qui dit que accompagner, c'est être à côté de la personne. Partir de la personne et marcher à ses côtés et à son rythme. Alors encore une fois, je reste sur de la théorie et je comprends qu'on puisse me dire oui, maintenant il va falloir réussir à l'appliquer à des situations concrètes. Mais cette image de l'accompagnant, un peu à la manière du compagnonnage, celui qui est à côté, qui avance à son rythme, eh bien ça renvoie cette question sur comment écouter. C'est être à côté et cheminer avec. Et donc possiblement répondre aux besoins au moment où il s'exprime. Répondre aux questions, informer, expliquer des choses qui sont difficiles, mais également, ça ressort dans les entretiens, identifier les capacités et les compétences de la personne. Parce que le commun, en fait, ça peut être ça. Ça peut être de dire, je reconnais chez toi des capacités et des compétences, je reconnais chez moi des capacités et des compétences, elles sont différentes. Mais on a tous les deux des capacités et des compétences, et si on les mutualisait, pour pouvoir travailler ensemble. En fait, le commun peut se créer. Et c'est un peu cette idée des théories qui vont pouvoir ouvrir ce champ des possibles pour aller chercher, parce qu'encore une fois, ce commun, il est difficile à trouver. Parce que d'un premier abord, il peut être considéré comme invisible. Alors,
on peut orienter, et je disais, même quand on est dans des situations, dans des institutions avec des missions de protection de l'enfance, avec des devoirs de signalement ou avec des actions, par exemple, dans le cadre de décisions de justice, on peut mettre des mots sur ces décisions. La possibilité, la liberté, le pouvoir d'agir des personnes en fonction des institutions dans lesquelles vous travaillez ou avec qui vous travaillez n'est pas la même. Et quand il y a une décision de justice au sein d'une famille, le pouvoir d'agir, en effet, est contraint par cette décision de justice. En revanche, même s'il y a une décision de justice, il y a la possibilité de mettre des mots, il y a la possibilité d'expliquer et de préciser ce qui relève de ces décisions de justice. Et ça ne veut pas dire que ça se passera bien. D'accord ? Je pense qu'à un moment donné, c'est ce que vous disiez par rapport au conflit. C'est-à-dire que le conflit fait partie de la relation et des interactions qu'on peut avoir entre les personnes. Je fais le parallèle avec une théorie que j'affectionne particulièrement. Je crois que c'est l'une de mes théories fétiches en sciences de l'éducation et de la formation, la zone proximale de développement de Vygotsky. Que dit cette zone proximale et comment on peut s'en servir dans nos missions ? Vygotsky décrit la façon dont tout individu apprend. Tous et toutes, aujourd'hui dans cette salle, on a une zone actuelle de développement. Ce que l'on sait, et toutes et tous, elle est différente. D'accord ? On a tous et toutes des zones actuelles de développement différentes. Et nous avons tous et toutes un potentiel de développement, c'est-à-dire une possibilité d'apprendre si on est accompagné. C'est la zone que vous voyez en vert sur le schéma. Mais cette zone proximale de développement, donc notre capacité d'apprentissage, est limitée. C'est-à-dire que vous avez une limite en bleu foncé. Et au-delà de ça, on est en dehors de nos capacités du moment. Parce qu'en fait, la zone proximale de développement est un élément qui est movible en permanence. Par exemple, j'espère de tout cœur faire bouger votre zone proximale de développement aujourd'hui. On est en permanence en train de faire évoluer notre zone actuelle de développement, ce que l'on sait, ce que l'on maîtrise, et nos capacités d'apprentissage. Donc, par voie de conséquence, notre limite d'apprentissage évolue également. Mais je suis désolée de vous annoncer qu'on a tous et toutes des limites. Et qu'il y a des choses, aujourd'hui, on n'est pas capable de les apprendre. Ça ne veut pas dire qu'on ne le sera pas un jour. Eh bien, c'est pareil dans les interactions et dans les relations. Si je reprends l'exemple de cette professionnelle qui me dit, quand cette maman me dit mes choix de travail sont dictés par mon mari, c'est quelque chose qu'elle ne peut pas entendre, et bien de la même façon, possiblement, le fait qu'elle puisse décider par elle-même le métier qu'elle fera est en dehors de ses capacités du moment. Et donc je trouve cette théorie fascinante. D'ailleurs, vous sentez, je commence à monter la voix, je commence à faire des gestes, donc je vais redescendre en pression, on se calme. C'est la zone proximale de développement. Donc en fait, il faut conscientiser le fait que dans les accompagnements, il y a un ensemble d'éléments qui est en dehors des capacités du moment de la personne que l'on accompagne. Et c'est OK avec ça. C'est un peu comme le conflit, ça fait partie de la relation. Et on peut aussi voir, et ça on le verra dans la partie suivante sur la collaboration interprofessionnelle, on peut voir qu'il y a certains accompagnements qui sont en dehors de notre capacité d'accompagnement du moment. Parce qu'en fait, on s'intéresse aux deux camps. La peur est dans les deux camps, l'apprentissage est dans les deux camps, et les limites de compétences sont également dans les deux camps. C'est pour ça que c'est extrêmement important de pouvoir accompagner les acteurs éducatifs pour dire que c'est OK d'avoir une limite de compétences du moment, ce qui n'avait pas une fatalité, le fait qu'on ne puisse pas progresser, etc. Voilà, donc je m'arrête sur cette théorie que j'affectionne, et j'essaie de répondre à certaines de vos questions qui étaient sur cette diversité de publics, sur la différence entre le public des acteurs éducatifs, des enseignants en particulier, et le public des personnes en grande précarité. Le monde est tellement éloigné, comment on peut créer du commun? La première chose, eh bien, c'est par la connaissance. La connaissance de ce que peut être la vie dans des situations de précarité et de pauvreté. Vous l'avez compris, je travaille beaucoup avec l'association ATD Carmonde, donc c'est une association à laquelle j'apprécie les valeurs que défend cette association, et surtout cette démarche qu'ils ont de publier sur les publics en grande précarité pour apprendre en fait de certains portraits. Et encore une fois, ça ne voudra pas dire qu'en lisant ces différents portraits, on aura une exhaustivité de ce qu'est la vie dans la pauvreté. En revanche, on va découvrir des choses qu'on ne pensait pas peut-être, qu'on n'imaginait pas, qu'on ne conscientisait pas, parce que certains et certaines d'entre nous n'ont pas vécu de situation de grande pauvreté, de grande précarité, donc ne savent pas ce que c'est. Donc vous avez cet ouvrage que je vous ai apporté, et il y en a d'autres, je vous les ai listés également. Il y a une autre association
qui fait un travail très important de communication sur des réalités, c'est SOS Méditerranée, donc qui travaille sur toutes les populations qui fuient leur pays d'origine. Et donc je vous ai apporté également, donc voilà, c'est le moment de lecture si vous avez envie, la dernière BD qu'ils ont sortie qui est Le Murmure de la mer. C'est un journaliste dessinateur en fait qui a embarqué avec ces bateaux qui viennent essayer de sauver les gens en mer qui fuient leur pays, et il a dessiné le quotidien de ces sorties en mer et de ces sauvetages en mer. Donc il est très touchant, mais il est également très parlant par rapport à la réalité de ces familles, parce qu'il y a certaines fois des familles, il y a des femmes enceintes, il y a voilà, toutes ces histoires-là, et je trouve que c'est une façon d'appréhender une partie de ces choses-là, en lien avec les personnes qui fuient leur pays d'origine. Alors là, c'est plutôt, c'est un roman poétique de Marc-Alexandre Bamba, ça s'appelle Les Lumières d'Ouadja. Donc voilà, on n'est pas forcément sur un journalisme ou de la recherche, on est sur un roman poétique, mais pareil, je trouve qu'il pointe des éléments qui sont en cohérence avec ce que la recherche peut montrer. Et ensuite, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je ne sais pas si Philippe Pujol voilà, traverse les frontières, vu qu'il est journaliste et il enquête sur les quartiers nord de Marseille, nous, on le cite souvent. Il a fait plusieurs ouvrages, mais je trouve que son dernier, donc Cramer les enfants du monstre, il est très connu par La Fabrique du monstre, qui est vraiment son premier ouvrage, qui est lié, je crois, à 10 ans d'enquête auprès d'une famille, en fait, très précisément auprès d'un enfant en fait qui était dans la voiture quand son père s'est fait tuer par balle, et donc en fait son père s'est fait tuer alors qu'il conduisait la voiture dans laquelle il était. Et donc ce journaliste en fait va être aux côtés de ce jeune et de cette famille pendant, je crois, une dizaine d'années. Donc La Fabrique du monstre, c'est au tout début, lors de cet événement-là, et Cramer, c'est 10 ans après. Que devient cet enfant, mais que deviennent également ces jeunes autour. Et j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'en travaillant justement, en réalisant des entretiens avec des travailleurs sociaux qui étaient accompagnés des familles, et donc l'échange dit, les familles ont peur quand elles ont des garçons. Parce qu'en fait, il y a le réseau de drogue donc, qui est vraiment, qui investit toute la cité de cette professionnelle qui travaillait, je crois, à la MDS, la Maison de la Solidarité, donc avec les guetteurs qui sont vraiment aux portes de la MDS, qu'elle entend toute la journée, etc. Et donc les parents disaient, quand on a un garçon, on est terrorisé, quand il commence à avoir 12-13 ans, on ne veut plus qu'il sorte de la maison, parce qu'en fait, ça va tellement vite qu'on a peur en fait que vraiment d'un coup ils partent dans les réseaux de drogue et que voilà qu'on leur propose des choses, de l'argent, etc. et qu'ils nous échappent et qu'ils partent là-dedans. Et donc je pose, par intérêt et peut-être par naïveté, la question des filles. En disant c'est étonnant que vous me disiez que ces familles sont particulièrement inquiètes pour les garçons, mais elles ne le sont pas pour les filles. Parce qu'en fait dans Cramer, on met au jour en fait toute cette évolution du réseau avec l'embrigadement des filles dans les réseaux de stupéfiants par la prostitution. Et donc j'interroge cette professionnelle et son interprétation, donc son avis, on peut en débattre après dans la discussion, c'est le fait que la prostitution est taboue. Et là où on peut dire, mon fils à un moment donné, il était un peu dans les réseaux, il a vendu un peu, etc., mais là il s'en sort, il a fait des bêtises, c'est un discours qu'on entend du côté des parents. Le fait de pouvoir dire qu'à un moment donné, les filles sont embrigadées dans la prostitution, c'est quelque chose qui n'arrive pas à passer la parole. C'est pour ça que je trouve que le dernier texte de Pujol est important, parce qu'il il met au jour ça. Et donc, pour aussi répondre à l'engagement que j'ai eu, la traduction de la théorie en pratique, comment on peut traduire ça en pratique? Je ne reviendrai pas forcément sur les recommandations du rapport de la grande pauvreté, parce que je pense que certains d'entre vous ont lu et que c'est assez accessible. La coordination entre les équipes éducatives, l'implication des parents, la formation des enseignants, mais moi j'aimerais revenir sur un élément qui ressort de mes travaux, c'est le danger de l'intrusivité. Quand on rencontre des parents, quand on accompagne des familles, on échange avec eux et on va leur poser des questions. Les personnes en grande pauvreté disent qu'il est très compliqué pour eux de toujours répéter leur histoire. Pourquoi c'est difficile de toujours répéter leur histoire? Déjà parce que c'est une histoire qui est traumatique dans une grande partie des cas. Mais deuxièmement parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'en racontant leur histoire, rien ne change. Ils pensent qu'en venant déposer ce fardeau, ce traumatisme, eh bien au moins il y a un intérêt, c'est que ça va servir à quelque chose. Et des
parfois, souvent, ben non, en fait, ça ne sert pas. On dépose, ça nous permet de mieux comprendre, on ne minimise pas l'importance de ça, mais ça n'a pas, on va dire, l'influence qu'espèrent les familles en livrant cette partie d'intimité d'eux-mêmes. Donc, une chose qui ressort de façon importante, c'est de faire attention au danger d'intrusivité quand on pose des questions. Encore une fois, c'est une tendance générale, c'est à traduire dans vos contextes particuliers, parce que vous avez des contextes où vous avez, en fait, c'est vos missions de poser certaines questions, et donc vous avez presque l'obligation de poser ces questions, d'accord? Donc je parle d'une tendance générale. C'est important, peut-être aussi, de pouvoir exprimer aux parents, dans certaines situations, justement que c'est un espace de parole et qu'il peut nous partager ce qu'il juge nécessaire pour notre travail d'accompagnement. Donc en fait, c'est un encouragement à venir nous présenter des choses, mais avec justement ce pouvoir d'agir pour qu'ils puissent nous le dire. Ça peut être également l'explicitation en disant: est-ce que je peux vous poser certaines questions pour mieux comprendre? Est-ce qu'il y a des sujets que vous ne souhaitez pas qu'on aborde ensemble? Encore une fois, c'est un peu ce qu'on disait sur l'écoute active. Qu'est-ce que c'est que le questionnement respectueux? Et quand ils acceptent, ils sont d'accord sur le poser des questions, qui peut d'ailleurs être avec la verbalisation d'un besoin d'aide, eh bien ne pas hésiter à être sur des questions assez précises, sur leur quotidien, sur leur organisation. Parce que souvent, ce sont dans des détails du quotidien que nous, acteurs éducatifs, on peut identifier des leviers qui pourraient les aider. Donc, je discute, sur les entretiens que je menais, par exemple, c'était comment vous allez vraiment. Vraiment, on prend le temps de savoir, vous allez comment? Et est-ce que vous arrivez à dormir? Voilà. Le sommeil, c'est un élément qui va nous permettre ensuite d'orienter vers certains accompagnements qui vont supporter ça. Est-ce que vous avez du relais? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'isolement. Est-ce que vous avez du relais? Est-ce que c'est quelque chose dont vous pourriez avoir besoin? Est-ce que vous arrivez à vous ressourcer, voilà, pour pouvoir les orienter vers des structures qui permettraient de les soutenir? Voilà l'apport que je voulais faire sur la réalité des familles. Je prends juste une minute pour relire, pour savoir si j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Donc, oui, je me permets de réagir sur le public candidat au concours éloigné. Alors, c'est tout à fait le cas, ça a été montré, monsieur disait une différence socio-économique, mais il y a aussi une différence de rapport à l'école. 80% des personnes qui veulent devenir professeurs des écoles, c'est qu'ils ont une bonne expérience scolaire. Ils ont tellement aimé l'école qu'ils ont envie d'y rester. Je suis professeur des écoles, donc je sais ce que c'est. On a envie de rester, on reste jusqu'à 65 ans dans les écoles, parce qu'on a tellement aimé ça. Et 20% d'entre eux, c'est parce que leur scolarité a été catastrophique et qu'ils ont envie de changer les choses de l'intérieur. D'accord? Donc déjà, il va y avoir cette différence de rapport et économique et social, mais également de rapport à l'école. C'est pour ça que je trouve que l'acculturation à des rapports à l'école, des scolarités abîmées, mais aussi font comprendre qu'on peut percevoir l'école différemment. L'autre chose, sur le lieu où on habite. Oui, une des grandes différences entre les politiques de la ville et les milieux plus favorisés, c'est que les enseignants habitent dans les milieux plus favorisés. Et donc, les parents croisent les enseignants dans plein de moments informels, ce qui n'existe pas dans les écoles d'éducation prioritaire. Donc, une traduction de cette théorie en pratique, c'est d'aller acheter le pain dans la boulangerie du quartier de l'école dans laquelle on travaille ou de l'institution dans laquelle on travaille. C'est-à-dire voir comment on peut investir en partie le lieu dans lequel on travaille. Parce que dans ces moments-là, on va se retrouver à avoir des conversations informelles qui peuvent débloquer certaines situations